dans l'émission Parole de femmes. Alors si vous nous suivez depuis le début de cette semaine, vous savez que nous avons décidé d'aborder le thème de l'avortement, qui est un vaste sujet. Il y a un sujet on l'a dit et on le redit, qui est sensible, mais en tant que chrétienne, on a besoin de savoir ce que dit la parole de Dieu à propos de l'avortement. Et on a vu déjà plusieurs choses. On a vu ce qui se passait au cours du développement dans cette vie utérine, cette vie cachée. On a vu aussi plusieurs chiffres qui nous ont donné un juste regard et état des lieux, là où ça en est, comment est utilisé l'avortement, qui avorte aujourd'hui. Et on avait envie aussi, il nous semblait vraiment important aussi de pouvoir mettre des mots et puis aussi des images sur ce qu'est réellement un avortement. Alors, c'est une émission qui va être peut-être choquante dans certains sens, parce que on va dire vraiment ce qui se passe et en quoi consiste réellement un avortement. Et puis, nous sommes avec notre invitée Audrey Mac. Bonjour Audrey. Bonjour Annabelle. Bonjour Audrey. Et encore une fois, ici avec moi sur le plateau. Encore une fois, vraiment merci Audrey, parce que c'était vraiment ce que tu avais dans ton cœur, de pouvoir parler de ce sujet, que ça puisse libérer, aider, secourir un grand nombre de femmes dans la francophonie. Et vraiment, tu t'es comme offerte de façon vraie, vulnérable, mais je crois aussi de façon puissante, pour pouvoir ouvrir la voie pour une grande libération, la libération d'un grand nombre de femmes. Et on va continuer aujourd'hui parce que, comme la parole de Dieu nous le dit, c'est la vérité qui libère, c'est la vérité qui affranchit. Et derrière ce mot avortement, en fait, il y a toute une pratique médicale, et il faut savoir vraiment de quoi il en retourne et ce qu'on fait réellement lorsqu'on pratique un avortement. Oui, mais d'abord, je voudrais dire, parce que c'est vrai certaines choses que je vais partager, c'est pas quelque chose que j'ai envie de partager. Certaines images qu'on m'a montrées, c'est pas des choses qu'on a envie, mais c'est quelque chose dont on a besoin parce que les femmes sont intelligentes, mais on doit leur donner toute l'information nécessaire, qu'elles puissent avoir la liberté de choisir et qu'on ne fasse pas le choix pour elles. Et la plupart, comme on a dit très souvent, on ne sait pas, on parle d'avortement, puis c'est un terme général, et puis on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Et moi, en fin de compte, si on me demande, mais Audrey, pourquoi tu as à cœur de partager ces choses, l'image que j'ai vue, en fin de compte, parce que oui, je pourrais rester silencieuse, j'aurais pu garder mon petit secret et tout, mais j'ai trouvé que c'était important, parce que des fois, on doit faire quelque chose qui nous dérange un petit peu, qui nous met mal à l'aise, pour aider quelqu'un d'autre. C'est comme si, par exemple, vous voyez la question, si vous voyez un enfant qui est chez les voisins, un petit enfant, les voisins, et puis vous savez et vous entendez qu'il est en train de se faire taper dessus, qu'il est en train de se faire abuser, est-ce que vous seriez à la maison silencieuse, en train de rien dire ou de rien faire? Ben non, on voudrait aller taper à la porte, on dirait qu'est-ce qui se passe, ou peut-être prendre le téléphone, on dit il y a des enfants qui sont en train de se faire battre, il y a bref, si on entend la souffrance d'un enfant chez les voisins, on ne va pas être indifférent et on ne va pas rester silencieux et passif. Je pense que c'est la plupart des cas. Et pourtant, ces enfants, on a dit, sont des masses informes, ils sont là, ils disent rien, on les entend pas, ils savent pas. Et moi, je peux pas rester silencieuse, en fin de compte. J'ai dit, non, ces enfants sont silencieux, on leur a enlevé les droits humains, en fin de compte, la protection, la sécurité. Et puis j'ai dit, je vais parler, et c'est pour informer, en fin de compte, comme on a dit, ce n'est pas pour accuser, ce n'est pas pour montrer du doigt, c'est pour informer, de savoir, de sortir du général, parce que quand on dit, mais moi je me rappelle quand j'ai eu cet avortement, avoir un avortement, c'était comme mettre une lettre à la poste, et très souvent c'est de cette manière-là qu'on nous le présente. Ça va être très court, pas de problème, tu vas rien sentir, tu vas peut-être avoir un peu des crampes ou ceci ou cela, puis c'est tout, pas de problème. Et c'est très souvent comme ça, mais je voulais aller un petit peu plus loin. Il y a un monsieur, un docteur, en fin de compte, qui s'appelle Anthony, je ne veux pas charcuter son nom, Anthony Levitino. Je ne sais pas s'il est italien ou quoi, mais c'était un monsieur, en fin de compte, qui faisait des avortements. Il en a fait plus de 10 000. Et puis un jour, alors qu'il prenait les parties du corps du bébé, puis il devait les mettre sur la table, il a regardé, puis tout d'un coup, il s'est rendu compte,
mais c'est un être humain, c'est un enfant, c'est le fils, dans ses propres paroles, c'est le fils de quelqu'un. Et puis là, ça l'a tellement changé que maintenant, en fin de compte, il a décidé, son but, c'est d'informer les gens vraiment ce qu'est l'avortement, que ce n'est pas simplement quelque chose de général et qu'il y a non seulement les procédures, mais aussi les conséquences. Donc, et puis ce monsieur a expliqué bien, donc je vais essayer dans des termes un petit peu plus laïques et sans trop d'aller dans des trop petits détails, mais vraiment pour montrer, parce que et je suis consciente, en fin de compte, que dans certains pays, certaines méthodes ont peut-être été arrêtées, mais on parle là dans les pays, dans le monde où on nous écoute dans toute la francophonie. Donc, il y a des endroits où certaines de ces méthodes se font toujours. Et il y a 4 méthodes. La première, c'est l'avortement médicamenteux. C'est-à-dire que ils essayent, il y a 2 médicaments qui leur donnent. Le premier, et ça se fait je crois en 2 jours. Et c'est vraiment ça, c'est pour avant 9 semaines. Après 9 semaines, c'est plus possible. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent un médicament qui va, en fin de compte, empêcher la progestérone qui nourrit l'enfant et qui permet le développement. Ça bloque la progestérone au travers de ce médicament, et ça l'empêche de développer. Donc l'embryo meurt, et après le deuxième médicament est donné pour provoquer en fin de compte les contractions et que l'enfant soit évacué. Et en fin de compte, c'est cette méthode qui est, mais ils ont découvert que ce n'est pas 100% efficace. Je crois que c'est 92% ou quelque chose comme ça. Il y a une autre méthode qui est maintenant la méthode chirurgicale, qui est, je dois le dire, une des plus répandues ou utilisées. C'est la méthode par aspiration, dilatation, ça veut dire on dilate le col de l'utérus, aspiration et curetage. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a d'abord une anesthésie, ils mettent sous anesthésie locale, peut-être des fois générale, mais il faut dire que même l'anesthésie locale, c'est la maman qui est anesthésiée, pas l'enfant. Et il y a une pince qui est utilisée pour ouvrir et maintenir le col de l'utérus, et après ils insertent un tube en plastique, une canule dans le col de l'utérus, et là tout d'un coup c'est branché un aspirateur, et c'est intéressant, cet aspirateur est 10 à 20 fois plus puissant qu'un aspirateur domestique qu'on utilise à la maison. Et là cet embryon ou ce fœtus, tout d'un coup est aspiré, et puis après le curetage, ça veut dire qu'ils vont avec un couteau arrondi un petit peu pour essayer d'enlever s'il y a des déchets, s'il y a des fibres ou quoi que ce soit, pour nettoyer complètement l'utérus. Et après, ils utilisent encore l'aspirateur pour un dernier aspiration pour être sûr que c'est bon. Et puis encore une autre méthode, pour moi c'est une méthode très dure, et j'espère que je vais pouvoir la dire sans m'effondrer. Mais ça s'accole, c'est la dilatation et extraction. Ça se fait à peu près de 12 jusqu'à 24 semaines de grossesse, qui fait à peu près 5-6 mois. 2 jours avant l'intervention, ils mettent des laminaires, c'est comme des algues, des bâtons d'algues, qui en fait compte vont dilater l'utérus. Et en fin de compte, ça commence avec l'avortement, qui commence avec la naissance partielle du bébé. Ensuite, ils utilisent des pinces qu'ils insèrent dans le col de l'utérus pour tourner le bébé. Et puis, parce que le bébé à ce stage-là est déjà un petit peu trop gros, ils doivent tirer certains membres, les jambes, les bras de cet enfant. Parce que là, il a déjà des jambes, des bras, un cerveau et tout ça. Une incision est faite dans le crâne de l'enfant pour que le cerveau se ramollisse. Et une chose que le docteur disait, c'est qu'à ce moment-là, il y a du liquide blanc qui sort de l'utérus, et c'est à ce moment-là qu'ils savent que le cerveau a été démoli, que le liquide qui est dans le cerveau sort. Et bien sûr, après, ils doivent écraser le crâne, démanteler le bébé, sortir. Mais c'est pour moi qui est assez... Et je me dis, comment est-ce qu'une personne peut faire ça? C'est ils prennent tous les membres du bébé avec cette pince, et après, l'infirmière
doit se charger de reconstituer les membres, le bébé sur une table. C'est-à-dire qu'elle doit être sûre que la tête, les membres, tous les membres sont là. Et bref. Et si le bébé, en fin de compte, il n'a plus de cartilage et que c'est des ossements maintenant et qu'il a dépassé une certaine limite qui est maintenant 25 semaines à terme, de 6 à 9 mois. Et ce que j'ai appris, ce qui m'a assez étonnée, c'est que même si la plupart des gens et la majorité des gens sont contre cela, cela se fait toujours, qu'il y a toujours des avortements qui se font même jusqu'à terme, même avant, jusqu'au 9e moin. Et donc, c'est une réalité. Pour avoir parlé aussi avec une gynécologue obstétricienne, elle me faisait part que dans le milieu hospitalier médical, c'est pas une partie de plaisir pour les docteurs, les infirmières de faire ça. C'est pas ah waouh génial. Ça peut susciter aussi des émotions, mais bon, parce que ça fait partie de leur tâche, c'est fait, mais c'est pas une partie de plaisir pour le corps médical non plus que de faire ce genre d'intervention. Et alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ça s'appelle l'injection, induction et fœtus né mort. C'est-à-dire qu'ils doivent injecter une seringue ou dans le thorax, le cœur ou le cerveau, la tête de l'enfant. Et ils injectent un médicament qui est en fin de compte un médicament qu'on donne pour le cœur. Mais avec une dose massive de ce médicament, ça provoque un arrêt de cœur. C'est-à-dire que tout d'un coup, le fœtus meurt dans le ventre de la mère. Et alors là, en fin de compte, le docteur la renvoie à la maison. Et pendant 2 à 3 jours, elle porte en elle-même un fœtus qui est mort. Et puis après, si ils lui mettent en fin de compte des laminaires, c'est que ces mêmes bâtons d'algues, il inserte dans le col de l'utérus pour dilater afin d'évacuer l'enfant. Mais si elle est à la maison et que les contractions commencent et qu'elle n'a pas le temps d'aller à la clinique, il lui conseille de s'asseoir sur les WC pour évacuer cet enfant. Et vous vous rendez compte un petit peu le choc d'une femme qui voit véritablement... Ça là, c'est comme tu parlais avant d'un bébé que tu as eu. Voilà. Et, mais si elle va à la clinique, ils vont faire... c'est le docteur qui va devoir... Et puis, il va devoir utiliser des pinces, comme on a vu avant. Il va devoir essayer d'aborter cet enfant, d'enlever cet enfant. Et de la même manière, ils vont devoir reconstituer, faire en sorte que tout le fœtus a été enlevé du ventre de la mère. Et c'est... Mais en dehors de la violence même de ces interventions, on se dit que c'est des interventions qui sont quand même massives, même dans le corps de la femme. Et c'est vrai que tu disais, Audrey, souvent on peut présenter rapidement l'intervention, ça va bien se passer, c'est rapide, mais on voit que c'est lourd, quoi. Pour le corps de la femme, c'est quand même lourd. Et donc, il y a quand même aussi des conséquences, physiques, après des effets des secondaires qui peuvent surgir. C'est intéressant parce que quand j'ai visité toutes sortes de sites, j'ai vu dans la plupart des sites, il n'y a pas beaucoup de complications, il n'y a pas de problème. C'est un petit peu, comme je dis avant, c'est comme une lettre à la poste. Et oui, c'est possible que beaucoup de femmes l'aient vécu comme ça, mais ils ne disent presque jamais les complications qui peuvent se rencontrer. Et puis j'ai trouvé, en fin de compte, sur un site internet qui est un titre neutre, c'est un site internet pour la médecine naturelle. Et puis il y a des renseignements sur tout, sur toutes les choses. Et puis j'en ai trouvé en fin de compte, sur l'avortement. Et puis ils étaient très impartial, ils ont juste expliqué ce qui passait et puis ils ont parlé des complications. Et puis voilà les complications ils ont même parlé qu'il y avait un risque élevé de décès. Et c'est intéressant que l'avortement est la 5e cause de décès. Je crois que c'était dans la première émission, j'avais donné une statistique, je crois que c'est Médecins du Monde qui l'a donnée, je l'ai pas sous les yeux là. Mais c'était 47 000 femmes par an qui meurent des suites d'un avortement. Ça fait 830 femmes par jour qui meurent des suites d'un avortement mal fait. Ouais. Ils disent aussi qu'il y a des complications plus fréquentes
causé par la rétention. C'est pour ça qu'ils essaient de reconstituer le bébé, parce que s'il y a quelque chose qui reste à l'intérieur, eh ben ça va faire des infections, que ce soit locales ou généralisées. Ça va faire peut-être la perforation utérine. Ils ont dit qu'il y a des déchirures du col de la matrice, des hémorragies. Et des infections qui peuvent augmenter le risque de la stérilité. Et c'est vrai que tu avais dit aussi, Nadine, qu'en Afrique, c'est la stérilité, et souvent qui est liée avec de nombreux avortements, est un grand problème. En fait, c'est ça, c'est que quand on avait fait la recherche à l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, il disait qu'étant donné qu'il y a beaucoup d'avortements qui sont clandestins, parce qu'il y a beaucoup de pays, je pense que c'est toi que, dans une de tes recherches, tu disais sur 56 pays, 29... D'abord, il y en a plusieurs qui n'autorisent pas, il y a 29 qui autorisent, mais sous des conditions très, très restrictives. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'avortements qui se font de manière clandestine. Et ça fait qu'il y en a beaucoup qui sont mal faits. Donc, comme tu parlais de la méthode, par exemple, du curetage, un curetage qui est bâclé, c'est sûr qu'après, ça laisse des lésions. Et après, ces femmes-là, des fois aussi, l'avortement est fait dans l'anonymat. Donc, du coup, elles ne peuvent pas retourner pour avoir des soins post-avortement. Et il y a beaucoup d'infertilité, justement. Mais on doit se dire une chose aussi, c'est que on parle de l'Afrique, mais l'erreur est humaine. Et souvent, on a l'intention de dire « Oh, ça, c'est que pour l'Afrique, parce que c'est clandestin », quand en réalité, combien y a-t-il, même dans des gens qui font des chirurgies, qui font des choses mal, et puis les gens en souffrent. Donc, même quand c'est bien encadré médicalement, les curetages, le médecin peut être amené à t'en faire si tu as une fausse couche, par exemple. Les curetages qu'on fait aussi dans les cas d'avortement, quand même à un stade... je sais pas, au-delà de 9 semaines ou quelque chose comme ça, ça reste quand même assez traumatisant pour le corps. Et même le médecin te prévient avant, même si c'est fait dans un hôpital moderne, avec tous les moyens, le médecin te prévient que un curetage, il peut y avoir des conséquences au niveau de ta fertilité ensuite. Et pourtant, c'est fait dans des bonnes conditions. C'est vraiment comment dire, ils essayent de faire autre chose avant d'en arriver au curetage. Et j'ai découvert quelque chose aussi. Il disait que des fois, les complications ne se découvrent pas juste quelques semaines après. Des fois, c'est des mois, des fois, c'est même des années plus tard. Et moi, je me rappelle, dans le cas de mon avortement, c'était 1 an plus tard où j'ai eu des complications, où il y a des choses qui sont sorties, des choses qui se sont passées à l'intérieur. Des infections, des choses qui étaient vraiment... Et puis tu dis, mais d'où ça vient et tout ça. Et puis, pour te dire, à l'époque, je ne l'ai même pas mis un et un. J'ai pas fait la connexion, mais maintenant, après avoir lu toutes les choses que j'ai lues, parce qu'on ne peut pas en parler en 28 minutes, c'est difficile de parler de tout, il faut s'informer. Mais moi, quand je me suis informée, tout d'un coup, j'ai pris la réalisation que les complications que j'ai vécues, c'était sûrement lié à ce que j'avais. Mais un des plus grands... Oh, pardon, vas-y. Pardon, vas-y. Non, je voulais dire, une des plus grandes complications, en fin de compte, c'est même au-delà du physique. Ce sont ce qu'il appelle... Les syndromes post-abortifs, c'est-à-dire des psychosomatiques, des choses qui... C'est comme quelqu'un qui a eu un choc traumatique. C'est de la même... c'est des manifestations dépressives comme un choc post-traumatique. Et même, je vois même des témoignages. Oui, j'avais trouvé plein de témoignages. Et c'est intéressant même, le premier témoignage, en fin de compte, qui a attiré mon attention, c'est de la part, parce qu'on le trouve toujours sous l'angle de la femme, mais j'ai trouvé ce témoignage de la part d'un homme. Et j'ai trouvé, parce que les hommes... c'est vrai que c'est la femme qui subit l'avortement. C'est la femme qui vit plein de choses, mais il y a aussi l'homme, certains hommes. Il dit « Je viens de terminer votre article quand les hommes avortent. L'IVG est toujours traité sous l'angle des femmes. Pour une fois, on parle de nous. Merci donc. Je suis un homme de 43 ans. J'ai été père tardivement et je suis littéralement fou de mes 2 petites filles. J'élève aussi les enfants que mon épouse a eus d'un premier mariage. Lorsque j'avais 25 ans, ma petite amie était enceinte. Je ne me sentais pas mûre pour relever un enfant et à ma demande, elle a avorté. La mort dans l'âme, j'étais présent, mais au fond assez détaché, lâche et mal à l'aise. Comme dit votre article, j'avais de bonnes raisons, pensais-je à l'époque. Peur d'une liberté entravée, de ne pas réussir à joindre les 2 bouts, de me séparer de la mère, bref. Plus je vieillis, évidemment, et moins je les trouve valables, ces raisons. Mais bon, il y a 4 ans, j'ai assisté à la première... Oh, ça c'est puissant. Il y a 4 ans, j'ai assisté à la première échographie de ma femme.
Les larmes me sont montées aux yeux. Ce n'était pas l'émotion en pensant à ce bébé qui allait arriver, c'était les regrets pour l'autre. Je tenais à vous confier l'avis à retardement d'un ex-jeune con qui a avorté. Excusez-moi le langage, c'était pas le mien, c'est le sien. J'ai même pas vu. C'est hier, je parlais de ça à Audrey. Hier, il y a un humoriste québécois qui a fait un sketch, mais très triste en fait, sur une chose qui lui est arrivée, c'est quand sa copine est allée avorter avec Louis-José Houd. Et il était dans la salle d'attente avec d'autres pères dont les épouses ou copines se faisaient avorter. Et il disait que c'est le moment le pire de sa vie, où il était vraiment traversé par toutes sortes de pensées horribles. Il aurait hurlé pour qu'on arrête tout. Et puis, les hommes aussi vivent un traumatisme. Beaucoup s'en rendent pas compte de ce qui se passe, mais il y en a qui s'en rendent compte et c'est un vrai traumatisme. Je pense aussi qu'il y en a certains qui vont peut-être revendiquer en disant « Moi, non, c'est bien passé, moi, je le vis bien », puis même montrer c'était super cool d'avoir un avortement, mais je pense que c'est du déguisement. Oui, j'ai vu en fin de compte quelque chose d'une jeune fille qui disait oui, et puis je regarde ça et puis je dis « Mais ça, c'est du déguisement. » Parce qu'à l'intérieur, comme on en a parlé, il y a une blessure intérieure. Même moi, je vois 40 ans plus tard, de vous entendre parler, ça a été très émouvant. Et je me suis dit « Mais d'où ça vient, ça ?» D'où ça vient? Mais c'est parce qu'au-delà de notre conscience, notre corps le sait qu'on porte une vie. Et notre cerveau le sait, notre corps, notre organisme, nos hormones se préparent à avoir un enfant. Est-ce que tu avais un autre témoignage? Oui, j'en ai d'autres. En fin de compte, j'en ai plein, mais je vais essayer d'en partager quelques-uns. Puis tu pourras nous dire Il aussi. dit j'ai mal, je n'ai pas eu de mots. J'ai mal, je n'ai pas eu mon mot à dire. Après une IVG, une jeune femme confie son besoin d'être aidée, écoutée. J'ai 20 ans et il n'y a pas 3 mois, je me suis fait avorter par IVG et j'aimerais qu'on m'aide, qu'on me conseille pour parler. J'ai mal, je souffre. Chaque jour, j'y pense et je pleure. Aidez-moi. Je voulais garder mon bébé et mon ami ne voulait pas. Il me disait que si je le gardais, il fallait que je parte de l'appartement, qui était hors de question qu'il le garde. Je souffre, je n'ai pas eu le choix et j'en souffre. Ce qui m'a poussée à avorter, c'est que je ne travaille que 2 heures par jour, ce qui fait un petit salaire de 300 € en CDD. Et mon ami ne fait que de l'intérim, son travail sûr en CDD aussi. Personne, mon ami, ma famille, ne m'a laissé le choix que je ressentais, ils s'en foutaient. Je n'ai même pas eu mon mot à dire et maintenant, c'est moi qui paye le prix. J'ai mal, je pleure, j'y pense tout le temps et j'ai très mal. Je regrette mon avortement. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Je voudrais dire à cette jeune fille, je ne sais pas si elle nous écoute, mais que dans la prochaine émission, on va donner à ces jeunes femmes dans cette situation qu'il y a des choses à faire aussi, des alternatives. Et c'est que très souvent, les gens ne le savent pas. Amen. On pourrait peut-être lire, si tu as encore un témoignage, on peut peut-être lire un témoignage. Puis après, je pense que ce serait vraiment important qu'on puisse prier pour des femmes qui se retrouvent dans ce genre de témoignage. Elles ont avorté et il y a cette blessure. Et donc, je te laisse juste je vais en dire un de plus. Et puis, je veux vous encourager. C'est un site internet qui s'appelle sosbb.org. Qui donne, j'en ai pris que quelques-uns, mais il y en a plein d'autres. Et puis c'est un site où il y a plein de ressources, de choses qui sont bien partagées. Ici, le titre, c'est « Je me sens terriblement seule ». Après une IVG, une femme témoigne, j'avais 17 ans, je suis allée avorter à l'étranger en Espagne car ma grossesse était trop avancée pour le faire en France. J'ai vécu une expérience horrible que je ne souhaite à personne. J'étais seule et incomprise, je le suis toujours aujourd'hui. Bien que j'essaye de parler de mon mal-être à mon entourage, tout le monde s'en fout, ils font comme si ce n'était rien. Ça fait 4 ans maintenant que c'est arrivé, je n'ai rien oublié, je me souviens de tout comme si c'était hier. Je me sens terriblement seule, c'est dur en fin de compte. Avant que je ne trouve ceci, je croyais être la seule à ressentir cela et je croyais être folle. Je me rends compte que toutes les femmes ressentent ce même sentiment de solitude, de regret, même de honte. J'aimerais tellement pouvoir parler librement de ce secret précisément pour que ce ne soit plus un secret. Je peux vraiment comprendre ce qu'elle ressent. Ma belle-sœur est enceinte, je l'envie tellement. Ça me fait tellement mal quand je la vois heureuse. Ça aussi, je le comprends. Et quand elle parle de son bébé, c'est comme un poignard planté dans mon cœur. Je suis toujours avec l'homme avec qui j'étais lors de l'avortement. Nous allons nous marier l'été prochain. Nous nous aimons très fort. Je regrette qu'il ne puisse pas me comprendre car il souffre de me voir malheureuse. Bon, je vais arrêter là. Mais je crois qu'on voit en fin de compte, et comme j'ai dit, il y a tellement de témoignages et je sais que c'est un problème. Et on voit que c'est, comme on a dit, des fois juste post-abortif, mais des fois, c'est des années, des mois et des années plus tard. Et puis quelquefois, il y a tellement
de honte et de culpabilité de relier à ça, que c'est difficile d'aller se confier parce que finalement, on se dit que c'était un choix volontaire, une interruption volontaire de grossesse et on a encore plus de peur d'être incomprise. Mais on voit que, des témoignages, il y en a quand même beaucoup de femmes qui peuvent assumer leur choix, mais qui peuvent éprouver quand même beaucoup de chagrin et de tristesse par rapport à ça. Et ça peut amener, oui, des dépressions, des mal-être, etc. dans la vie. Peut-être qu'elles n'avaient pas fait le lien, comme toi, tu n'avais pas fait le lien à l'époque. Mais il y a aussi un espoir pour elles aujourd'hui. Oui. Et j'aimerais, Audrey, si tu peux prier pour ces femmes et peut-être les encourager aussi. Il y a deux choses que j'aimerais prier, parce qu'il y a celles qui ont commis un avortement, puis elles se sentent dans la culpabilité, la solitude. Elles ressentent toute une sorte de différentes émotions, du petit au grand, hein. La culpabilité. Et puis il y a aussi celles qui ont eu des avortements et puis maintenant elles se trouvent, que ce soit psychosomatique ou que ce soit vraiment physique, elles se trouvent où elles n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et je voudrais prier pour la guérison, non seulement de votre cœur, parce que Jésus a dit, il est celui qui guérit les cœurs brisés, mais il est aussi celui qui guérit les corps malades. Il y a de l'espoir, mesdames. Et je voudrais que cette émission soit comme une bouée de sauvetage en disant, oui, j'ai fait des erreurs, ou peut-être vous êtes en train de contempler, de vous demander si vous allez faire cela, mais je veux vous dire, célébrer la vie, et puis je veux prier pour vous, et au nom de Jésus, je déclare, je te remercie, Saint-Esprit, que même au travers des ondes, ton esprit aille là où elles sont. Libère leur cœur de cette culpabilité, de cette honte, de cette solitude, de tout ce qui est là, enfoui dans le cœur. Je te remercie, Saint-Esprit, que c'est toi qui fais une chirurgie dans leur cœur. C'est toi qui cicatrise, même mieux, qui répare, qui guérit et qui enlève même le souvenir qui est enfoui dans leur cœur. Je prie qu'elles soient libres de tout cela. Et je prie aussi pour ces femmes, au nom de Jésus, qui, au cours de peut-être que ce soit un ou plusieurs avortements, il y a eu des complications, puis maintenant, il y a quelque chose qui se passe où elles n'arrivent pas, ou alors à être enceinte, ou même à accoucher un enfant en plein terme. Il y a des complications, et je prie pour ces femmes. Ta promesse, Dieu, c'est que tu nous aimes. Il y a ton pardon, ton sang qui a payé pour tous nos péchés, et tu prends tous nos péchés et tu les jettes dans la mer de l'oubli. Ça veut dire que tu ne t'en souviens plus, afin qu'on puisse avoir avec toi cette relation d'amour. Mais ton sang a aussi payé pour nos corps malades. Et je prie pour ces femmes, au nom de Jésus, que ta puissance touche leur corps, aille dans leur système reproductif pour réparer leur col d'utérus, leurs ovaires, tout ce qui a été endommagé, tout ce qui a été... Je déclare au nom de Jésus que par les meurtrissures de Jésus, recevez votre guérison, car Jésus a dit, il bénit notre pain, notre eau, et il permet qu'aucune ne soit stérile. Alors soyez une femme maintenant libre et guérie au nom de Jésus. Soyez bénie. Amen. Merci Audrey. Et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.